Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas un politicien qui se présente simplement devant la caméra et qui dit exactement ça. Nous nous sommes tout simplement trompés, c'est commun, mais nous savons tous que ce n'était pas un hasard. Il semble qu'il y a eu une sorte de script là-dedans. Réponse de Maximilien Kra. Ces mots, ils ne peuvent pas l'admettre. Au moment où ils l'admettent, tout l'édifice s'effondre. Et alors, soudainement, le coronavirus est remis en question, ou bien l'histoire du climat est remise en question, toutes les guerres qui se déroulent là-dehors sont remises en question, et c'est pour cela qu'ils continuent simplement à mentir, parce qu'ils partent du principe que les gens resteront de toute façon paralysés par encore plus de peur, et qu'ils n'en viennent même plus à remettre en question le récit précédent. Oui, il n'y a plus de temps non plus, c'est-à-dire on est de plus en plus pressé, on vit à une époque de pandémie. Si ces mesures finissent réellement par entraîner une décimation de la population, elles deviennent plus fortes, car l'Organisation mondiale de la santé va fortement promouvoir le programme X pour ses investisseurs. Cela veut dire que nous serons désormais constamment confrontés à toutes sortes d'obligations vaccinales. Ce sera toujours basé sur l'ARNM et donc indépendant. Une ARNM contre d'autres virus, contre d'autres micro-organismes, aura aussi ce problème. Elle produit un antigène dans le corps, donc dans les cellules, que les cellules présentent. Les cellules deviennent la cible du système immunitaire, ce qui ne peut bien finir. Donc l'ARNM est fondamentalement un système toxique, c'est-à-dire surtout maintenant avec ces programmes d'ARNM qui vont augmenter massivement. On a déjà dit vouloir remplacer toutes les vaccinations infantiles par l'ARNM, donc que tous les enfants seraient modifiés génétiquement par cette technologie. C'est incroyable ce qui va se passer ici. Si cela arrive et que l'humanité se réduit massivement, adoptons encore le point de vue des organisateurs. Quelles personnes souhaitent-ils conserver ? Honnêtement, il a fallu que j'aie plus de 40 ans pour enfin avoir un plan à 3. Et puis cette personne annule 5 minutes avant. Donc on doit le faire seul aujourd'hui. D'accord. Je suis très content que tu sois là. Quelle entrée en douceur. Oui, Simo, merci de m'avoir invité. J'étais justement dans le coin, donc c'était parfait. Michael, j'ai l'impression qu'à l'extérieur, nous vivons la plus grande expérience de l'histoire de l'humanité. Tout le monde court partout comme des poules affolées. 70% des Allemands se disent dépassés, surstimulés et fatigués. Personne n'arrive à se détendre. As-tu parfois aussi l'impression que nous vivons dans le plus grand asile de fous dehors ? Oui, absolument. Et ce n'est pas un hasard. C'est donc une partie du système de nous embrouiller de plus en plus, de nous surcharger d'informations au point que nous perdons la capacité de distinguer ce qui est vrai, réel, juste ou important pour nous de ce qui en fait serait insignifiant et devrait être ignoré. Nous sommes tout simplement submergés par tant d'informations que notre cerveau n'est même plus capable de sélectionner ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Il y a quelques jours, Michael, j'ai de nouveau échangé avec la troisième personne, et là j'ai dit que Michael allait probablement faire de grandes explications et nous raconter que cette surcharge ne vient pas seulement de l'intelligence artificielle, mais qu'elle a commencé bien plus tôt, que le cerveau devait déjà être fatigué depuis longtemps. Oui, je ne peux qu'être d'accord. À ton avis, quand est-ce que ça a commencé ? Oui, c'est dur à dire. Je veux dire, la surcharge d'informations, ça remonte déjà à plusieurs décennies, je dirais. Parallèlement, les capacités du cerveau diminuent, ne sachant plus gérer toutes ces informations. Cela signifie que deux évolutions se renforcent mutuellement. Cela signifie, d'une part, un flot d'informations plus important et d'autre part, une capacité cérébrale réduite, une performance moindre du cerveau pour absorber et réfléchir aux informations. Donc, je parle ici spécifiquement de ce qu'on appelle le système immunitaire mental de l'être humain, qui en fait rétrécit de plus en plus rapidement, c'est-à-dire qu'il perd de plus en plus en performance. Dès l'enfance, il ne développe probablement pas la capacité nécessaire pour affronter la vie dans un monde normal. Aujourd'hui, le monde nous submerge encore plus d'informations affectant notre performance. Ces deux évolutions vont dans des directions opposées et aggravent la situation. Et la conséquence, c'est que ce centre de performance de notre cerveau, qui est pertinent non seulement pour nos souvenirs que nous enregistrons chaque jour, mais aussi pour donner du sens à ce que nous enregistrons. Ce centre de performance n'atteint même pas son plein potentiel dès l'enfance. Et puis il y a aussi le fait qu'il développe ensuite très très rapidement cette baisse de performance. Et en plus de cela, il y a le problème que nous recevons une éducation qui ne nous permet même pas de penser de façon critique.
Nous sommes en effet éduqués à accepter ce que dit l'enseignant sans remettre en question. Et j'ai vécu cela pendant mes études de médecine. Je savais que cette réponse était en fait fausse, mais je devais la cocher ou la donner parce que c'était ce que l'examinateur exigeait. Et oui, c'est bien sûr une situation qui dure depuis de nombreuses décennies. Et tout cela avait déjà atteint un sommet avant 2020. Car une manifestation de de la perte de fonction de ce centre dans notre cerveau que j'appelle le système immunitaire mental, une manifestation de cela est par exemple des taux accrus de dépression, un taux accru de baisse de résilience psychologique et surtout de curiosité. Donc vraiment la curiosité, l'envie d'explorer de nouvelles voies, d'avoir des pensées alternatives, de se demander les choses sont-elles vraiment comme elles semblent? Puis-je envisager autre chose? Existe-t-il aussi d'autres façons de voir les choses? Tout cela fait partie des fonctions du système immunitaire mental. Et une conséquence clinique de cette perte est l'épuisement chronique. Les taux de dépression, qui ont par exemple atteint un sommet en 2019 de tous les temps, partout dans le monde, à l'échelle mondiale. Et le troisième point, c'est bien sûr le développement massif de la maladie d'Alzheimer, qui commence précisément là, dans ce centre du système immunitaire mental, appelons-le par son nom, l'hippocampe. Je trouve cela particulièrement fascinant. Je reviendrai sur l'un ou l'autre de ces points un peu plus tard. Tu viens d'évoquer cette programmation, ce conditionnement par le système de santé, par le système éducatif. J'ai parfois l'impression que beaucoup de gens dehors ont besoin de cette peur, qu'ils doivent avoir ce stimulus. C'est un peu comme une drogue. Le cerveau peut-il devenir accro à la peur ? Eh bien, nous avons tous notre propre sentiment de bien-être peut-être, mais je dois en fait un peu contredire cela. Nous ne voulons pas vivre dans la peur, je ne peux pas l'imaginer. Nous voulons tous en fait une vie où nous sommes dans un environnement agréable, donc pas dans un environnement toxique où l'on ignore les intentions des autres. On préfère bien sûr s'entourer de personnes qui nous sont bienveillantes, avec qui on peut discuter, pas juste des gens qui acquiescent. Ce serait une erreur. Donc, quelqu'un qui a un système immunitaire mental sain se réjouit des discussions avec d'autres personnes parce qu'il veut justement savoir ce que les autres savent et qu'il ne sait pas lui-même. Parce que notre cerveau est une machine d'apprentissage social et nous ne pouvons apprendre que si on nous propose quelque chose de nouveau. Les gens qui me répètent ce que je sais déjà m'ennuient profondément. Ils ne me font pas avancer et notre cerveau veut progresser. Donc le moi dont je parle ici, qui n'avance pas, est en principe déjà intégré dans notre patrimoine génétique, ce besoin d'élargir nos connaissances, parce que c'est nécessaire à la survie. Il a toujours été vital de faire de nouvelles expériences et de les transmettre à la génération suivante. C'est un mécanisme vital à tel point qu'il fait pratiquement partie de notre patrimoine génétique. J'irais même jusqu'à dire que c'est le véritable péché originel que nous portons en tant qu'êtres humains. Le péché originel, c'est la curiosité. Elle se transmet de génération en génération, mais elle se transmet justement dans la fonction du système immunitaire mental. Et si cette fonction est limitée parce que ce système se voit tout simplement privé de nutriments essentiels dont il a besoin pour se développer. Des choses toutes simples, ou même des choses fondamentales comme l'activité physique et d'autres éléments. Parce qu'avant, quand je bougeais, j'acquérais des expériences, et plus mon rayon de mouvement était large, plus mon horizon d'expérience s'élargissait. J'ai alors découvert où je pouvais trouver de l'eau fraîche, nouvelle, pour ma famille. Où puis-je peut-être trouver une truite, un étang où je pourrais pêcher des poissons, où sont les arbres qui donnent peut-être de bons fruits. Alors, quand et où puis-je trouver quelque chose? Où sont les sources de danger? Quelles sont les régions aux alentours que je dois éviter? Et que je puisse aussi dire à mes membres, à ma famille, à ma tribu, n'allez pas là-bas, c'est dangereux. Mais sans cet élargissement de notre horizon d'expérience, nous n'aurions même pas pu survivre. Et ces expériences, elles font en sorte... C'est là que cela devient intéressant. En bougeant, des hormones sont libérées, rendant notre corps plus en forme. Nous les connaissons tous. L'érythropoïétine stimule les globules rouges. Les hormones de croissance renforcent les muscles. Et tout cela, en quelque sorte, physiquement, nous devenons plus en forme lorsque nous bougeons. Mais il est intéressant de noter que toutes ces hormones qui améliorent nos capacités physiques sont en même temps des activateurs de la croissance de notre système immunitaire mental ici, dans notre tête.
Cela signifie que l'activité physique favorise la croissance et l'amélioration des performances de notre système immunitaire mental. Et nous vivons dans un monde où l'on manque de plus en plus d'activité physique. Cela veut dire que nous réduisons, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que je pourrais donner, dans différents domaines de la vie où le monde moderne, peut-être sans le vouloir, mais finalement, parce qu'il devient de plus en plus artificiel, fait en sorte que le système immunitaire mental rétrécit au lieu de se développer. Il n'obtient même pas dès le départ la capacité, la taille, donc en termes de volume, qu'il devrait avoir. On peut le mesurer, on peut faire une imagerie par résonance magnétique et mesurer le volume de ce centre de performance. Et déjà dans l'enfance, il n'atteint pas la taille, le volume qu'il devrait avoir pour être pleinement performant. Et normalement, il continue de croître tout au long de la vie, mais c'est exactement le contraire qui se produit. Il rétrécit, oui, et ce rétrécissement, c'est un marqueur, donc un signe d'un développement dépressif. C'est encore plus extrême dans le cas des troubles de stress post-traumatiques, donc des situations de peur extrême. Les situations de stress mènent alors même à un cercle vicieux, caractérisé par le fait que cet hippocampe a un volume extrêmement réduit. Et j'ai écrit un travail en 2016, un travail scientifique qui s'appelle Théorie unifiée de la maladie d'Alzheimer. Et là, j'ai démontré que la réduction de la taille de l'hippocampe et ce manque de formation de nouvelles cellules cérébrales dont il est capable, c'est justement ce qui se passe, par exemple, quand je bouge. Plus de cellules nerveuses sont produites dans cet hippocampe, ce qui permet à mon expérience de s'enrichir au lieu de diminuer. Et cette croissance est justement limitée. Et si elle est limitée toute la vie, la maladie d'Alzheimer se développe. Cela signifie que la maladie d'Alzheimer est directement corrélée de façon causale à la croissance ou à la diminution de l'hippocampe. Nous sommes naturellement programmés pour croître toute la vie, mais notre mode de vie non naturel entraîne une diminution constante. Cela conduit finalement à la maladie d'Alzheimer ainsi qu'à la fatigue et à l'épuisement chronique et augmente aussi le risque de dépression. Parce que celui qui n'a pas de résilience perçoit naturellement tout ce qui se passe comme étant pire. Déterminer si c'est intentionnel ou non est une autre question. On peut aussi imaginer que c'est voulu. Parce que moins les gens ont de résilience, plus on peut les contrôler par la peur. Pour répondre à ta question, non, je ne pense pas que les gens veuillent vivre dans la peur. Je trouve ce raisonnement très pertinent et il correspond aussi un peu aux chiffres. 70% des gens dehors sont dépassés, ont moins de résilience et sont complètement surstimulés d'une certaine manière. Ma question concerne surtout le fait que la politique maîtrise très bien le registre de la peur. De nouveaux scénarios de peur et récits sont sans cesse inventés pour rendre la société plus contrôlable. Je comprends d'où vient la question, donc je suppose que c'est ainsi. Je vous interromps très brusquement, mais en principe c'est comme ça. Nous élisons des politiciens dont le programme consiste à effrayer et à terroriser les gens. On pourrait en déduire qu'on les élit parce qu'on veut être plongé dans la peur et la terreur. Alors, ai-je bien interprété cela ? Est-ce la raison de ta question ? Car je crois que nous n'élisons pas les politiciens pour qu'ils nous plongent dans la peur et la terreur, même s'ils le font ensuite, mais parce que ces politiciens nous disent que si nous ne les élisons pas, il y aura encore plus de peur et de terreur. Donc c'est ma courte réponse à ce sujet. L'hippocampe rétrécit, notre créativité diminue, la société devient plus anxieuse et moins résiliente. Quel est le but derrière tout cela ? Ce n'est sûrement pas le hasard. Dans ton livre « Le cerveau endoctriné », tu parles aussi du corona. Il y a quelques jours, j'ai eu une conversation sur l'intelligence artificielle, le corona, que tout est d'une certaine manière lié. C'était la première étape. Maintenant, d'autres étapes vont suivre. Mais où tout cela va-t-il mener ? Eh bien, tu as ouvert là deux gros sujets. D'une part, la technologie de l'ARNM. Le coronavirus n'était rien d'autre qu'une préparation à une... À les organisations mondiales de la santé, on appelle ça la maladie X, donc un programme maladie X. Et le coronavirus est célébré par l'Organisation mondiale de la santé comme le premier programme maladie X réussi. Cela signifie gain of function, pour expliquer rapidement. Gain of function signifie simplement la fonction. Un virus, dans ce cas, reçoit une nouvelle fonction supplémentaire. Oui, gain of function, donc un gain de fonction. Et gain of function signifie simplement, dans ce cas, dans le développement d'armes biologiques, qu'on lui donne de nouvelles propriétés qui le rendent plus dangereux, plus virulent, comme on dit. Il peut infecter davantage de personnes plus vite et causer plus de maladies. C'est l'enjeu. Et dans cette recherche sur le gain de fonction, les virus ou les micro-organismes sont alors rendus pathogènes afin qu'ils puissent attaquer les humains.
avec l'idée d'avoir le vaccin prêt immédiatement, permettant ainsi de réaliser d'énormes profits. Et l'Organisation mondiale de la santé l'a même publié dans une brochure d'investissement en 2022. Pour chaque dollar investi dans l'Organisation mondiale de la santé, l'investisseur reçoit au cours des 10 prochaines années au moins, et j'insiste, au moins un facteur de 35 en retour. J'en ai parlé avec Philippe Hopf. Mon premier entretien était avec Sylvia Berendt. C'est une avocate, elle a travaillé 1 an et fait une thèse de doctorat pour l'Organisation mondiale de la santé. Elle me l'a expliqué la première fois, puis j'en ai discuté avec Philippe Hopf, expert en finance. Il a dit, il ne connaît ses rendements qu'avec les cartels mexicains. Mais il s'agit aussi de drogue, hein? Mais l'idée, c'est justement de continuer ces programmes Disease X. Cela veut dire que la prochaine Disease X sera probablement un autre micro-organisme pathologique qui fera en sorte que les gens acceptent à nouveau cette injection d'ARNM. Tout doit reposer sur cette plateforme ARNM qui est très toxique et extrêmement dangereuse. Et si l'on regarde de près comment cela est lié à l'intelligence artificielle, j'ai bien sûr une théorie très, très inquiétante dont nous pourrions peut-être parler un jour si nous le souhaitons. Je ne veux pas effrayer tes auditeurs, nos spectateurs ou qui que ce soit, mais il faut dire clairement que ces deux choses vont de pair. Parce que oui, le chef historien et le chef, l'intellectuel du World Economic Forum, c'est Harari, donc l'historien israélien. Et Harari a déjà dit il y a quelques années que si l'intelligence artificielle continue de se développer, elle prendra de plus en plus de fonctions qui étaient en fait exercées par des humains. Et contrairement à d'autres développements technologiques dans le passé, ce n'est justement pas le cas de dire « bon, alors je ferai autre chose ». Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus rien que l'intelligence artificielle ne puisse faire. Oui. Ou un robot contrôlé par une intelligence artificielle ou quoi que ce soit d'autre. Et il avait déjà posé la question à l'époque, c'était il y a 2 ou 3 ans. J'en ai aussi fait un sujet dans mon livre, Le cerveau endoctriné. Que faisons-nous des personnes âgées et inutiles? Et la réponse était un peu « oui, jeux vidéo et drogue, donc des médicaments ». Mais de fait, ces personnes sont bien sûr, du point de vue climatique que ce même groupe défend, une catastrophe climatique. Les personnes inutiles ne sont que des émetteurs de dioxyde de carbone, 2, et cela a déjà été extrapolé. Cela implique qu'il faut en principe réduire l'humanité. Et si l'on regarde les chiffres liés au premier programme à ARNM réussi, selon l'Organisation mondiale de la santé et le retour sur investissement que Bill Gates a certainement réalisé avec un facteur de 35 en tant qu'un des investisseurs, lorsqu'on a effectivement réalisé ce facteur de 35, cela entraîne des conséquences. La conséquence de cet ARNM, c'est une baisse massive des taux de natalité et en même temps une augmentation de la mortalité des personnes. Je viens justement de lire cela ce matin. Par exemple, le gouvernement britannique refuse de publier les taux de mortalité, c'est-à-dire les chiffres des décès associés au statut vaccinal, parce que cela pourrait effrayer la population. Oui, c'est la justification. Cela veut dire que nous savons que l'ARNM est toxique pour le corps de nombreuses façons. Cela accélère les symptômes de la maladie qui se seraient probablement manifestés de toute façon, car la majorité des maladies de civilisation causant plus de 90% des décès proviennent d'une inflammation chronique de certains organes ou tissus, comme l'hippocampe dans le cerveau, menant à Alzheimer. Et ces choses possibles sont maintenant accélérées par l'ARNM, qui déclenche une infection dans tout le corps. Cela accélère aussi la progression de la maladie d'Alzheimer. Une grande étude coréenne a été publiée en 2023, une accélération massive de la maladie d'Alzheimer après la 2e injection. Et cette maladie accélère maintenant tout cela. Le taux de mortalité plus élevé observé mondialement est clairement lié à cela et, selon moi, il existe une relation causale. Nous avons désormais 2 phénomènes, la natalité baisse et la mortalité augmente. Donc, si je veux naturellement réduire une entreprise, je n'embauche plus de personnel et je licencie tout le monde prématurément avec une retraite complète. C'est exactement ce qui se passe maintenant. L'entreprise humanité est en train de rétrécir. Et ainsi, nous avons une réponse à la question « Que faisons-nous alors de tous ces gens inutiles ?» Cela signifie que l'intelligence artificielle ne servira un jour qu'à permettre aux super riches de, je ne sais pas, vivre la vie qu'ils imaginent.
Mon hypothèse, c'est qu'ils prévoient de toute façon seulement de télécharger leur intellect soi-disant supérieur, dont ils s'imaginent être dotés, et de le faire vivre éternellement. Tu viens de parler de la deuxième injection. À l'époque, je me suis effectivement fait vacciner une fois. Cette histoire d'ARNM aussi au début. J'ai eu le Covid à l'époque, ma partenaire était ici et moi là-bas. C'était donc en juillet 2020, peu de temps après que ce premier virus circulait encore. Pas encore de vaccin en juillet? Il y en avait peut-être déjà un, ou c'était en août, peu après ces événements. Le vaccin est arrivé sur le marché en décembre et n'a été introduit en Allemagne qu'en février 2021, puis mis en œuvre. D'accord, c'était en août 2021. Oui, ça devait être un an plus tard. Oui, un an plus tard. Et nous avons été vraiment mal pendant 2 semaines et demie. Vraiment, on n'a rien pu faire ici. C'était complètement... C'est une maladie très sournoise. Tu dors 16 à 18 heures et le reste du temps, tu te dis que ton système immunitaire est top. Le coronavirus ne peut rien contre moi. Le coronavirus n'est en fait qu'une simple grippe légère. Puis ça te frappe encore, provoquant des frissons tout l'après-midi et la soirée, t'empêchant de faire quoi que ce soit. Ça a duré 2 semaines et demie, et puis le post-Covid est arrivé pendant 4 semaines. Je te le dis, je suis juste descendu vite à la cave, remonté, et ma demi-journée était fichue. J'étais épuisé. Ensuite, Laura, alors enceinte jusqu'aux yeux, te dit « Simo, avant, j'étais prof de lycée. Tu as plus de 200 interactions par jour dans un bâtiment avec des milliers d'élèves. Tu ne veux pas réfléchir à te faire vacciner ? Parce que j'ai pas envie d'attraper le Covid une deuxième fois et de mettre au monde un enfant handicapé. À l'époque, il y avait de la peur et nous étions désemparés. Le gynécologue ne pouvait pas donner d'informations fiables. À l'époque, ça sans ChatGPT ni Google, les informations étaient très superficielles. Mais même si cela avait existé, elle aurait aussi été conditionnée. Exactement. Nourrie en conséquence avec des informations. Oui, c'est ça. Tu viens de dire qu'après la deuxième injection, la créativité allait diminuer. Eh bien, je dirais que maintenant, après la première injection, je suis plus créatif que jamais dans ma vie. Oui, merveilleux. Tu fais encore partie des rares exceptions. La vraie question est ce qu'ils t'ont injecté. Peut-être qu'ils se sont dit, il est tellement important pour nous, pour la diffusion des bonnes nouvelles, qu'on va lui injecter un cocktail très spécial. Mais le savent-ils, ceux qui font les injections ? Sinon, ce serait satanique. Ou alors, c'est au hasard. On distribue un lot négatif, avec peut-être quelques positifs dedans. Donc, je veux dire, il faut dire les choses ainsi. Les gens pensent toujours en termes de causalité. Et on voit alors une chose et on en a une autre. Et bien sûr, on les relie. Et c'est toujours un peu dangereux. C'est pourquoi on fait normalement des études. Donc, pourquoi tu t'es soudainement senti mieux peut avoir de nombreuses raisons. Peut-être que des gens t'ont conseillé, tu sais, si tu te sens si mal, prends un peu de vitamines, prends des acides gras oméga 3. Oui, fais quelque chose pour ton système immunitaire. Et ces effets sont bien sûr dramatiques. Alors, j'ai un bon ami qui m'a aussi écrit à l'époque, en été 2020. Il a dit qu'il avait maintenant un diagnostic positif, qu'il allait probablement développer le Covid, et il avait peur que ça s'aggrave, bien sûr. Et puis je lui ai dit, eh bien, j'ai ensuite écrit des livres à ce sujet. Le premier était le syndrome Corona, où je décris précisément quelles mesures doivent être prises pour bien s'en sortir lorsqu'on a une infection virale. Et il a tout fait. Et puis, 10 jours, 2 semaines plus tard, il m'a écrit et m'a dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à mon cerveau ?» Oui, il avait l'impression d'avoir 10 ans de moins, d'être soudainement beaucoup plus vif d'esprit. Il se lève le matin avec une énergie débordante. Donc exactement le contraire du long Covid ou du post-Covid, c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse qui lui est arrivé. Je lui ai dit, eh bien tout ce que je t'ai donné, ce sont des corrections de carence. Non seulement pour ton système immunitaire physique, afin que tu puisses mieux combattre le virus, mais jusqu'à présent, ton système immunitaire mental avait exactement les mêmes besoins. Tu as soudainement apporté à ton système ce qu'il lui fallait, provoquant ainsi ce déclic. Ce n'était donc pas l'infection. On pourrait aussi dire « j'ai eu une infection et soudain je vais mieux ». Non, ce sont les mesures contre l'infection qui l'ont amélioré. Il faut donc toujours considérer les circonstances. Je ne sais pas ce qu'il en était pour toi, mais dire que l'infection rend plus sain, là-dessus tu aurais un bon ami avec cette affirmation. Il s'appelle Karl Lauterbach. En octobre 22, il l'a vraiment déclaré dans notre journal, la Badische Zeitung. J'habite dans le Badisch, près de Fribourg, où il y avait la Badische Zeitung, à laquelle ma mère était abonnée. C'est là que je l'ai vu. Là, il y avait alors un Faktenbooster. Donc, bien sûr, on se fait vacciner, et le titre était effectivement Faktenbooster.
Et là, il dit justement, moi aussi j'aimerais bien les mettre en prison pour 1 an, parce que pour de fausses déclarations dans le domaine de la loi sur la publicité des médicaments, une peine d'1 an de prison est prévue. Parce qu'il dit justement que ce vaccin contre le coronavirus aiderait contre la démence. Et 1 an plus tard, tous les chiffres de Corée sont arrivés, montrant que c'est exactement le contraire qui est vrai. J'ai déjà expliqué en détail, bien avant cette étude coréenne, comment cela fonctionne techniquement et biologiquement, et pourquoi ce vaccin accélère la maladie d'Alzheimer dans le cerveau endoctriné. Quels aspects, pour ainsi dire, ont été clonés dans cette recherche de gains de fonction à Wuhan pour créer le virus, qui sont neurotoxiques et qui, entre autres, accélèrent des maladies comme Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique et Parkinson. C'est effectivement ce qui s'est passé, mais pas à cause du virus, car il a muté très rapidement. Parce que ces séquences artificielles clonées dans le virus, qui en ont fait une arme biologique, elles étaient tellement artificielles pour le virus et pour sa reproduction qu'au début, cela a certes provoqué quelques maladies graves. Seule la première vague à Wuhan, puis celle arrivée en Europe, étaient déjà des variantes mutées, donc moins dangereuses. La véritable arme biologique était en réalité l'ARNM, resté inchangé. En effet, on a utilisé exactement cette séquence. Donc cette séquence a été utilisée pour l'ARNM, qui provient du virus initialement capable d'être utilisé comme arme biologique. Comme je l'ai dit, cela s'est rapidement atténué à cause des mutations, tandis que l'ARNM, lui, ne peut pas muter. Elle est bien sûr injectée sous sa forme inchangée. Et oui, en ce sens. D'ailleurs, c'est aussi une question que je poserai bientôt à la commission d'enquête. Nous avons tous les partisans de la vaccination devant nous. Je poserai cette question à la prochaine commission d'enquête. Et je le dis déjà ici, parce que je suppose que ce ne sera pas encore public avant que je sois assis à la commission d'enquête. Ce que je vais demander restera encore secret. Mais je vais bien sûr demander si ces personnes qui ont publiquement soutenu la vaccination et qui occupaient toutes des postes très médiatisés auraient recommandé cela si elles avaient su à l'époque, de la part de Merkel ou de son successeur ou de M. Drosten, qu'une arme biologique avait effectivement été injectée ici. Parce qu'ils savaient tous déjà à l'époque, lors de l'opération Sarema, le service fédéral de renseignement avait estimé à 95% la probabilité que le virus vienne d'un laboratoire d'armes biologiques. Et dès la fin janvier 2020, on savait déjà quelles séquences, à savoir des séquences du virus de l'immunodéficience humaine, avaient été clonées, qui paralysent en particulier nos cellules T, c'est-à-dire notre système immunitaire. Et tout cela était connu. Mais en même temps, un récit a été créé disant que cela venait d'un, oui, je ne sais pas, marché de chauves-souris là-bas, marché aux poissons, ou peu importe, mais ce récit a vraiment été créé. Et c'est par ceux qui ont créé le virus. Et ce sont eux qui ont pris les commandes. Et ce récit a fait en sorte que les gens pensaient naturellement, eh bien c'est simplement un virus qui est passé là-bas à partir de certains animaux. Et maintenant, nous devons vacciner. Et puis, d'une certaine manière, c'est logique. On prend alors cette séquence qui code pour le virus, si on utilise de l'ARNM, ce qui était évidemment complètement idiot. Sur le plan immunologique, ça a été un drame pour l'humanité. Mais c'est la nouvelle plateforme. On aurait pu vacciner avec des protéines, cela aurait été tout aussi facile. Ou encore plus simple, donner simplement à tous les gens les nutriments essentiels qui leur manquent, car c'est justement à cause de ces carences en hiver que les infections surviennent. Ouais, mais pour faire court, la question serait alors, si elle avait su, donc si Madame Merkel avait annoncé ce qu'elle savait. C'est une arme biologique. Aurait-il réellement recommandé à leurs protégés de se faire vacciner s'ils savaient que ce qui est injecté ici provient d'un laboratoire d'armes biologiques? Je suis curieux de savoir quelle sera la réponse. Ils le savaient tous vraiment, parce qu'il y a toujours ce principe, les guerres se préparent, elles n'arrivent pas du jour au lendemain. Et tu ne peux pas me dire que tous ces discours qui ont été lus par tous les dirigeants du monde entier ne se ressemblaient pas. La même narration régnait partout et tous ses opposants étaient violemment combattus. En tout cas, du moins c'est comme ça que je l'ai perçu. C'était un script convenu là dehors. Oui, c'était une manœuvre militaire internationale. Je veux dire, le principal financement vient du Pentagone. Nous le savons. Hier, j'ai présenté ce sujet au Bundestag
Le principal financement de cette recherche sur les armes biologiques à Wuhan a été fourni par le Pentagone. Et très rapidement, tout cela est aussi devenu une opération globale, donc ici en Europe, un exercice de l'OTAN. Et cela signifie que tout a été organisé et mis en œuvre d'en haut. Et bien sûr, cela fait naturellement peur. Intéressant. Lors de la conférence où j'ai parlé hier au Bundestag, j'ai aussi entendu un autre intervenant. Je crois que c'était un ancien chef de la police, donc pas du service fédéral de renseignement, mais bien de la police, oui, le plus haut responsable. Et il a aussi dit, la seule raison pour laquelle la Suède a suivi une autre voie, c'est parce qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore membre de l'OTAN. La seule raison pour laquelle la Suède a pu agir seule, c'est parce qu'elle n'appartenait pas encore, pour ainsi dire, à l'OTAN. Pour moi, c'était la première explication logique à la sortie d'un pays du cadre. Sinon, tu as tout à fait raison. Tout était organisé et orchestré d'en haut, et le récit a également été créé en conséquence. Et c'est justement pour cela que la question se pose. Si le récit n'avait pas été créé et massivement soutenu par un certain Monsieur Drosten, qui n'a cessé d'affirmer « Oui, c'est un virus tout à fait naturel, et cela de manière très véhémente aussi ». Entre-temps, j'ai également eu accès aux emails qui circulaient à l'époque, début février 2020, dans ce groupe qui a créé ce récit. Et là, même Francis Collins, qui était à l'époque le directeur des National Institutes of Health, le National Institutes of Health, donc la plus puissante agence de recherche des États-Unis, et qui faisait partie de ce groupe, s'est même plaint auprès de Fauci et, je crois, de Farrar, qui avait organisé toute la réunion à l'époque et qui est entre-temps devenu le scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé. Il s'est plaint du fait que Drosten, entre autres Drosten, s'opposait aussi fermement à cette théorie selon laquelle cela aurait pu venir du laboratoire. Donc, c'est complètement absurde, oui. Mais c'était justement ce récit. Cela vient de la nature, et c'est pourquoi ce vaccin, disons, pose moins de problèmes. Mais quand on sait qu'il s'agissait en fait d'une arme biologique qui a été injectée aux gens, et en plus la partie dangereuse de cette arme biologique, et j'en ai déjà parlé dans d'autres interviews et d'autres conversations, ainsi que dans mon livre « Cerveau endoctriné », l'intégration du site de clivage de la furine avec d'autres séquences du virus de l'immunodéficience humaine qui ciblent notre système immunitaire et les cellules T constitue un signe distinctif des armes biologiques. Ce site se retrouve dans diverses armes biologiques, dont Ebola. Et à cause de cela, lorsque cela est devenu connu, il y a eu cette réunion d'urgence. Nous devons veiller à ce que cela ne soit pas reconnu comme une arme biologique. Et ce site de clivage de la fluorine, mais ils l'ont également laissé dans l'ARNM. Et si j'imagine l'arme, donc cette arme biologique du virus, alors en principe la balle, c'est la sous-unité S1 qui se forme lorsque ce site de clivage de la fluorine est clivé par la fluorine propre à l'organisme. Alors cette balle est tirée et elle peut atteindre le cerveau. Et j'ai pu démontrer que cette sous-unité S1 du protéine Spike, qui peut atteindre le cerveau, est justement neurotoxique et déclenche de nouvelles informations. C'est aussi pourquoi la maladie d'Alzheimer se développe. Je trouve ça impressionnant, tout ce dans quoi tu t'engages. Mais tu viens de mentionner le Bundestag, la commission d'enquête. J'ai l'impression que dehors, il ne se passe de toute façon rien. Quand je regarde les protocoles du RKI, ils ont été caviardés à 95%. Nous sommes dirigés par de vrais gangsters. Prends Christine Lagarde, par exemple. C'est la présidente de la Banque centrale européenne, la gardienne de notre argent. Elle a déjà été condamnée pour une affaire de corruption. C'est comme si, en tant que professeur, on avait déjà remarqué quelque chose sur moi à cause d'une accusation de pédophilie. Franchement, ces commissions, on y discute sans fin, et au final, il n'y a de toute façon personne qui doit vraiment en répondre. Oui, donc la question que je viens de formuler, que je veux encore poser dans cette commission, c'est une question sur l'origine du virus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question fait partie du mandat de l'enquête qui, oui, ce mandat a en quelque sorte été donné par le gouvernement fédéral, donc majoritairement par ceux qui, en principe, étaient responsables ici de toute la pandémie et de sa gestion en Allemagne. Donc on a vraiment confié la garde du jardin au bouc, c'est-à-dire qu'on a mis le bouc à la place du jardinier, ce qui en principe est presque une minimisation de la situation. On a en fait plutôt, oui, les gens qui sont responsables de nombreux décès et donc de tant de malheurs, oui, ceux qui devraient en fait être traînés devant la justice, on les a maintenant fait juges, procureurs, juges, oui, tout à la fois.
et une question est complètement écartée. L'origine du virus est complètement écartée dans l'enquête. Ce n'est pas un sujet. Et j'ai déjà dit très tôt qu'il fallait en faire un sujet, mais cela n'intéresse personne. On n'arrive pas à faire passer ça. Et la commission d'enquête est conçue de telle manière qu'on peut certes proposer quels experts on souhaite avoir, mais ils peuvent être refusés à tout moment. Ça veut dire qu'on n'a absolument aucune possibilité, si on essaie en tant qu'opposant de bousculer un peu les choses, on n'a aucune chance. Tout cela, c'est du théâtre de marionnettes, une farce et au final, un simple cache-misère. J'ai aussi dit hier en conférence que le but est, selon moi, de détourner l'attention de ce que le gouvernement fait en parallèle, c'est-à-dire appliquer toutes les réglementations sanitaires internationales. On vient tout juste de faire passer une loi au moment où Tedros, également un criminel, qui est à la tête de l'Organisation mondiale de la santé, qui devrait en fait être recherché avec un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité dans son propre pays. Si maintenant il souffle dans son micro, nous avons une nouvelle pandémie. Depuis une modification en 2009, cette pandémie n'a même pas besoin de provoquer des décès ou des maladies graves. Il suffit simplement que ce soit défini d'une certaine manière comme étant quelque chose de nouveau. À ce moment-là, il peut gouverner sans opposition en Allemagne. À ce moment-là, il peut gouverner, et ce, au point que les opinions alternatives, les pensées alternatives, donc aussi la chaîne que tu gères ici, ou celle que je gère, et où nous pouvons encore en parler et informer les gens, tout cela peut alors être interdit par la loi. Donc, ce principe de loi a été créé, c'est une loi contre la désinformation. Et le gouvernement, ou plutôt Tedros, l'Organisation mondiale de la santé, définit ce qu'est la vérité, et tout le reste est considéré comme une pensée hérétique, c'est interdit, sous peine de sanctions. Mais quelle différence cela ferait-il maintenant si... Parce que je dirais que 99% des connaissances existent déjà dehors. Quelle différence cela ferait-il maintenant ? Je veux dire, tu es évidemment un vrai geek, et tu es professeur dans ce domaine, tu es biologiste moléculaire, et tu as bien sûr toutes ces connaissances approfondies. Mais pour une personne lambda, ça n'a en fait pas vraiment d'importance que ce soit une arme biologique, ou que cela ait été créé dans un laboratoire à Wuhan. Non, ce serait la même chose dans les deux cas. La vraie question, c'est plutôt, est-ce que ça a bien été créé dans un laboratoire à Wuhan comme arme biologique ? C'est ça, en fait, le sujet. L'autre question, est-ce apparu par hasard dans la nature ? Comme je l'ai dit, si c'est apparu par hasard dans la nature, il a d'autres caractéristiques, rien que d'un point de vue psychologique. Une arme biologique, c'est différent d'un virus apparu par hasard dans la nature. Oui, comme je l'ai dit, il n'est pas apparu dans la nature. La probabilité que cela puisse apparaître dans la nature est de 1 sur, je dirais bien plus d'1 000 milliards. Pour le site de clivage du fluor, j'ai calculé qu'il y a une chance sur 300 milliards que cela apparaisse naturellement. Et cela ne prend même pas encore en compte l'optimisation, par exemple le site de liaison enzyme de conversion de l'angiotensine, ou l'optimisation pour qu'il puisse interagir avec les cellules T via l'insertion du virus de l'immunodéficience humaine. Et maintenant, si l'on sait, et c'est là la différence psychologique, qu'il s'agit d'une arme biologique et que la partie utilisable comme arme biologique doit maintenant m'être injectée comme matériel génétique. Je veux dire, qui se fait injecter une arme? Qui se met une balle sur la tempe? Oui, je veux dire, qui fait ça? Alors, je dirais déjà que la question que tu viens de me poser, c'est une énorme différence, non ? Il doit bien y avoir une énorme différence entre savoir qu'on m'injecte ici une arme biologique, ou si je dois simplement produire un antigène via l'ARNM, censé me protéger contre un virus devenu fou, apparu par hasard dans la nature. C'est une énorme différence. Parce que là, il faut quand même qu'on m'explique. Attends une seconde, une arme biologique. Oui, mais qu'est-ce que fait cette arme biologique? Qu'est-ce qu'elle fait dans mon corps? Ce n'est qu'une protéine spike virale, soudain considérée comme une arme biologique visant les cellules T. D'ordinaire, les coronavirus touchent les voies respiratoires. Oui, soudain, ça attaque mon système immunitaire. Les cellules T sont essentielles au système immunitaire, surveillant notamment l'apparition de cellules cancéreuses. Si cette surveillance cesse, j'ai un cancer fulgurant. Ou si mon système immunitaire ne fonctionne plus, je deviens plus vulnérable aux infections. Ce que nous constatons, c'est que nous voyons des cancers fulgurants, nous sommes vulnérables. Cela signifie que la réduction de l'humanité fait partie de cette construction et de cette arme. Et le virus lui-même n'était pas l'arme, parce que cette modification, qui a été clonée, a été rapidement éliminée. Je peux aussi expliquer pourquoi.
C'est très simple. Au début, comme il s'agissait d'un virus toxique, d'un virus dangereux, un virus, cela signifie toxine en traduction, donc un virus qui rend les gens très malades. Il ne peut pas bien se propager, il ne peut pas se multiplier. Mais la monnaie avec laquelle l'évolution fait oui, la façon dont elle mesure ses capacités, c'est par le nombre de descendants produits. Et l'évolution ne dit pas « je veux créer un meilleur virus », elle veut juste créer un virus. En fait, elle ne veut rien du tout. Mais l'efficacité se juge au nombre de descendants. Oui. Et un virus qui est très dangereux et qui tue immédiatement son hôte, tout le monde voit que la personne meurt de la maladie. Tout le monde l'évite, tout le monde garde ses distances autour. Oui, cela va alors se limiter localement. Mais un virus qui attaque mes voies respiratoires, qui s'y multiplie et qui, à chaque petit toux, parce que je n'ai rien de plus, se propage à la personne suivante, qui tousse à son tour. Le virus est soudainement partout, c'est Omicron. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles les parties toxiques du virus ont disparu relativement rapidement. Parce que ça ne peut pas bien se propager, oui. Mais ce qui a pu se propager ensuite, c'était la partie toxique qui a cloné mon ARNM. Il était identique, ne peut pas muter, les gens se le font injecter, et maintenant tu l'as. Et maintenant, les gens doivent trouver un moyen de se débarrasser de cette toxine. J'ai écrit le complot du lithium pour montrer aux gens comment ils peuvent que faire cela. Ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans, tu sais comment j'ai fait ? J'ai complètement procédé à contre-courant. Après avoir galéré ici pendant des semaines, je suis parti au Maroc. Mes ancêtres viennent du Maroc. Je suis allé à Imlil. Situé à près de 1000 mètres d'altitude, l'air y est de bonne qualité. Je suis resté quelques jours, puis des habitants ont proposé d'aller sur la plus haute montagne du Maroc, le Toubkal. 4200 mètres, donc de 1000 à 4200 mètres en une seule journée. Ils m'ont d'abord emmené faire de petites randonnées pour que je m'acclimate. Après quelques jours, ce guide de montagne a dit « Désolé, avec ce type, on ne peut rien faire. Il fait 500 mètres ici et il est épuisé. Je ne sais pas ce qui se passe, ça ne marchera pas. » Et puis un matin, après qu'on soit aussi un peu devenus amis, le guide de montagne est venu avec son meilleur ami tôt le matin à 4 heures, donc avant le lever du soleil. Ils m'ont donné des chaussures de course et de randonnée, puis ont dit « On va t'accompagner là-haut, tu vas y arriver. » Alors, ils m'ont accompagné sur cette plus haute montagne du Maroc, de 1000 à 4200 mètres. À certains moments, je me suis dit « Je vais tomber ici, ça ne va pas. » J'ai eu des vertiges, etc. Mais ensuite, j'ai probablement eu une expérience de mort imminente, si bien qu'après cela, je n'ai plus jamais eu de problème respiratoire ou quoi que ce soit de ce genre. Et j'avais encore les globules rouges. Ils étaient encore... De retour en Allemagne, j'ai soudain réussi à soulever 80 kg au lieu de 40 à la salle de sport. J'ai sans doute éliminé cette première injection d'une façon ou d'une autre, où je me suis simplement réinventé malgré elle. C'est ainsi que je l'explique. Mis à part le fait que cette injection, Dieu merci, c'est presque une roulette russe. J'ai donné l'exemple. Placer la balle, pistolet sur la tempe. De fait, les gens ont fait cela sans le savoir, mais ils ont réellement joué à la roulette russe. Bill Gates s'est même plaint un jour que ces trucs sortaient des usines sans avoir la fonction qu'il aurait souhaité. Parce que probablement, plus de 90% étaient des cartouches à blanc. Bien sûr, la cartouche à blanc était toujours désagréable si elle éclatait sur la peau ou atteignait le muscle, mais elle ne contenait pas cet ARNM stable en quantité suffisante pour réellement causer des problèmes dans le corps. Parce que je suis assez sûr que si c'était le cas, nous aurions eu encore beaucoup plus de décès et une baisse massive des naissances. C'est peut-être pour ça que j'étais si malheureux, je ne sais pas, mais ça m'a fait sourire, car j'ai eu ma première grippe. Aussi vers la fin, oui, je dirais, je ne sais même plus exactement quand c'était, 2017, 2018. Ma femme et moi pensons que je l'ai attrapé dans l'avion pour Hawaï, où nous étions. En réalité, j'étais alité presque un jour sur deux. Je n'allais pas bien, et pourtant j'ai essayé de bouger encore et encore. Nous sommes aussi montés à 4200 mètres sur le Mauna Kea. Et avec ma grippe, j'ai grimpé là-haut, et je me sentais aussi de mieux en mieux chaque jour. Je pense qu'il faut toujours un peu, pousser son corps à ses limites. C'est amusant. C'est aussi à 4200 mètres que j'ai surmonté ma grippe pour la première fois. Super, tu viens de mentionner les balles à blanc. Parce que mon père, par exemple, 5 de ses meilleurs amis, ils sont tous décédés. Oui, ils se sont tous fait vacciner à Wuppertal. AstraZeneca, je ne comprends pas, ils sont tous morts peu après.
Et quand je regarde toutes ces personnes, je n'ai pas de preuves ou quoi que ce soit, je n'ai pas non plus de chiffres, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de fausses couches. Oui, des personnes qui ont pris ce rappel, et même ce rappel supplémentaire, soudain, certains enfants ont de graves complications où il y a des fausses couches. Récemment, mon éditeur m'a annoncé que son frère est décédé subitement. Il avait aussi reçu 3 doses de vaccin, j'ai vérifié. Donc tu penses aussi que ça a un peu à voir avec ça? Tu veux dire toutes ces complications pendant la grossesse, etc. Oui, les chiffres sont clairs. Et comme je l'ai dit, nous avons déjà parlé du cerveau endoctriné. Et il existe aussi une version anglaise. À l'époque, je l'ai traduite tout de suite et j'ai écrit la préface. La préface, à l'époque aux États-Unis, a été écrite par Naomi Wolf. Et Naomi Wolf, c'est celle qui a contribué à la divulgation des dossiers Pfizer par voie judiciaire. Pfizer voulait publier toutes les données des essais cliniques petit à petit. J'ai fait le calcul, il aurait fallu, je crois, 80 ans pour que toutes les données soient disponibles, pour qu'elles soient toutes présentées. Et un tribunal texan a alors dit non, ça doit aller plus vite. Et puis tout un groupe de scientifiques s'est formé pour justement examiner ces données. Et Naomi Wolf est en quelque sorte la porte-parole, c'est-à-dire la femme qui communique au public toutes ces informations qui sont constamment générées. Et elle a aussi, je l'ai également noté dans mon livre, c'était avant que je la connaisse et qu'elle écrive plus tard la préface. Et puis, j'ai remarqué que cette injection d'acide ribonucléique M, en fait, il faudrait dire mode acide ribonucléique M ou mode acide ribonucléique parce que c'est de l'acide ribonucléique modifié, ce n'est pas vraiment de l'acide ribonucléique M. Elle est rapidement dégradée dans le corps, alors on l'a modifiée avec de la pseudoridine pour la stabiliser, ce qui entraîne d'autres problèmes dans l'organisme. À l'époque, elle a écrit que c'était une attaque à 360 degrés contre la reproduction humaine. Ce sont ses mots. En se basant sur les données issues des essais cliniques de Pfizer sur les patients, donc sur la population, ils ont vacciné 40 000 personnes avec des groupes témoins. Les groupes témoins, ils les ont éliminés assez rapidement et les ont aussi vaccinés parce qu'il était soi-disant non éthique de ne pas les vacciner, ce qui fait que le groupe témoin a en fait disparu. Mais on a ensuite examiné les données en détail et déjà à l'époque, on s'est rendu compte qu'il y avait des interruptions de grossesse et ainsi de suite. Et nous savons aussi que ce truc est très très efficace. Les récepteurs enzymes de conversion de l'angiotensine 2 sont très très présents dans les testicules, mais ils sont aussi très fortement exprimés dans les ovaires. Donc, il y a un tropisme, comme on l'appelle, pour ces organes. Oui, si on veut réduire l'humanité avec une intelligence artificielle rendant les humains superflus, on revient au sujet, c'est une attaque globale contre la reproduction humaine. Une façon, c'est aussi un peu, si l'on est sarcastique ou malveillant, bien sûr une voie logique de leur point de vue, parce que tuer des gens, c'est quelque chose de désagréable, mais ne pas laisser les gens naître, ça c'est facile. Et l'Organisation mondiale de la santé a aussi une histoire. Ils ont déjà, sous couvert de vaccination contre le tétanos, combiné la toxine tétanique qu'on injecte comme antigène avec l'hormone de grossesse et avec le gonadotrophine chorionique humaine, je crois que ça s'appelle comme ça, oui, gonadotrophine chorionique humaine, ils ont ainsi permis aux gens de développer une réponse auto-immune. Donc, tu étais immunisé contre le tétanos, d'une part, mais en même temps, parce que tu avais injecté une protéine propre à ton corps dans ce complexe, tu devenais auto-immun contre ta propre hormone de grossesse. Cela conduit alors à des interruptions de grossesse ou à l'incapacité de pouvoir avoir une nouvelle grossesse. Et l'Organisation mondiale de la santé a tout simplement fait cela. Cela a été remarqué car la campagne de vaccination visait surtout les jeunes filles. Certains prêtres l'ont alors remarqué dans cette région, au Kenya je crois. Cela a aussi été fait en Amérique centrale. Il a remarqué pourquoi seulement les filles, oui, pourquoi ne pas vacciner les garçons, mais pour les garçons cela n'avait évidemment aucun sens, alors que pour les filles cela en avait un. Et ensuite ils ont fait analyser les échantillons. Et les 50%, c'était vraiment une étude clinique qui a été menée sur des personnes, sur ces filles, 50% avaient cette gonadotrophine chorionique humaine dans l'échantillon. Franchement, Michael, nous avons beaucoup de chance en Allemagne d'avoir un scientifique aussi brillant que toi. Tu t'es vraiment investi dans cette matière. Tu as cité Drosten et Lauterbach, on pourrait aussi inclure Strack Zimmermann, etc.
Comment un tel récit se déroule-t-il? D'accord, vous pouvez maintenant vous présenter comme vertueux, flatter votre ego et recevoir de nombreux applaudissements. Y a-t-il eu dans ton cas des voix qui t'ont dit « Michel, calme un peu les choses ». Pour ça, tu pourrais obtenir une chaire de professeur dans une université prestigieuse parce que tu as les connaissances nécessaires. Ou est-ce que tu as plutôt été attaqué ou même diabolisé par les médias traditionnels? Rien du tout, vraiment rien du tout. J'ai déjà fait une interview, j'avais une conférence qui était préparée avec Tom Lawson et Jonas Tuggle. Nous avons donné une conférence comme ça à Hambourg. Ensuite, une station de radio a été sollicitée pour savoir si elle pouvait faire un peu de publicité pour cela. Je me souviens bien de son interview pour promouvoir cet événement. Sa première déclaration a été « Monsieur Niels, je ne vous fais pas confiance ». Et alors j'ai demandé « Pourquoi pas ?» C'est devenu le point de départ de la vidéo parce que j'ai dit « Nous ne faisons pas seulement une émission de radio, mais donne-moi aussi le matériel, s'il te plaît. » Nous l'enregistrons aussi en vidéo parce que je me suis dit pour ma chaîne, comme ça on fait un peu de pub aussi pour cet événement. C'était aussi le titre sur la miniature « Monsieur Niels, je ne vous fais pas confiance ». Et c'était vraiment cool. Et la question était justement, en consultant Wikipédia, je trouve qu'il n'y a pas assez de points négatifs sur moi. Oui, donc le mot charlatan ou similaire. Quelques contre-vérités s'y trouvent, comme l'affirmation que je ne publierai que des ouvrages de vulgarisation scientifique. Une certaine philosophe est citée disant que je ne raconterai que des bêtises sur Alzheimer dans ce genre-là. Mais oui, peu importe. Moi, en tout cas, il n'y a pas grand-chose de négatif et ça l'intrigue. Je lui ai alors dit qu'il y avait des raisons pour lesquelles on ne m'attaque peut-être pas encore. Et ces 3 explications, elles ne sont pas très bonnes. Elles deviennent de plus en plus mauvaises pour tous ceux qui écoutent ici. Oui, la première, bien sûr, je suis tellement solide, c'est juste mon ego et mon booster d'ego ici. Je suis si solide dans mes propos que personne n'ose m'attaquer. Chaque attaque entraînerait aussitôt une réplique, renforçant l'anti-narratif. On préfère le laisser tranquille. Oui, on l'ignore complètement. C'est aussi une stratégie qu'on peut adopter. Et du fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses négatives écrites, je deviens aussi suspect. La deuxième possibilité serait bien sûr que ce que je dis n'intéresse plus du tout, parce que le développement continue simplement en parallèle. C'est aussi comme ça que je vois la commission d'enquête pendant que nous déplaçons les tables sur le pont avant du Titanic, pour ainsi dire. Le gouvernement fédéral prépare déjà le prochain iceberg. Donc ça, c'est la deuxième variante. Et la troisième variante, et celle-là est vraiment désagréable, fait référence à toutes les discussions que nous avons déjà eues. La troisième variante, c'est que s'il devait effectivement y avoir une décimation massive de la population à cause de toutes ces mesures, elles gagnent en puissance, car l'Organisation mondiale de la santé va fortement promouvoir le programme Disease X pour ses investisseurs. Nous serons désormais constamment confrontés à diverses obligations vaccinales. Et ce sera toujours basé sur l'ARNM, et ça c'est indépendant. Là je crois par exemple, désolé. Finalement, cela ne dépend pas de la protéine spike. Même un ARNM contre d'autres virus, contre d'autres micro-organismes, aura ce problème qu'il produit un antigène dans le corps. Donc, dans les cellules, ce que les cellules présentent, et les cellules deviennent elles-mêmes la cible du propre système immunitaire. Cela ne peut pas bien se passer. Donc l'ARNM est fondamentalement un système toxique, c'est-à-dire que si maintenant, à travers ces programmes d'ARNM qui vont justement augmenter massivement, on a déjà annoncé qu'on voulait même passer tous les vaccins pour enfants à l'ARNM, donc que tous les enfants seraient génétiquement modifiés par l'ARNM. C'est incroyable ce qui va se passer ici. Si cela arrive et que l'humanité se réduit effectivement massivement, et si l'on adopte à nouveau le point de vue de ceux qui organisent tout cela, quel genre de personnes veulent-ils garder? Oui, des personnes craintives acceptent l'injection d'ARNM car elles font encore confiance au gouvernement. Ou est-ce que ce seront des personnes éveillées qui ne se laissent pas faire? Ce sont probablement ceux-là qui resteront. Si ce sont déjà ceux-là qui restent, je voudrais vraiment... Et avec eux, bien sûr, j'aimerais créer un nouveau, un beau nouveau monde. Je ne sais pas ce qu'ils veulent créer ou comment ils imaginent l'avenir.
mais ce sont censés être des gens éveillés. Et ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaye de réveiller les gens. Donc, tous mes livres, tout mon travail servent à rallumer la lumière chez les gens. Et c'est justement la troisième réponse que j'ai donnée. Alors, peut-être que je sers déjà ces gens-là, c'est pour ça qu'ils me laissent tranquille. Je suis sûr que le beau nouveau monde viendra, mais d'abord, ce sera très autoritaire, très numérique dehors, avec toute cette architecture de sécurité, la biométrie, les paiements qui convergent et les réseaux sociaux, la suppression de l'argent liquide. Est-ce que ça te fait un peu peur aussi, ou tu te dis, d'accord, c'est simplement l'étape suivante automatique? Après avoir endoctriné et épuisé le cerveau, la dictature numérique sera le catalyseur pour renforcer encore cette dystopie, comme tu l'as décrit au début. Oui, je vais la consolider complètement, donc j'en ai vraiment une peur terrible. Oui, donc ma façon de gérer ça, c'est d'essayer de l'ignorer autant que possible, mais aussi d'informer les autres, bien sûr. Mais tant que nous n'aurons pas complètement commencé à repenser les choses en tant que société, donc si la majorité de notre société ne comprend pas assez rapidement ce qui se passe, alors tout cela arrivera. Parce que oui, toutes les lois sont déjà formulées et tout va avancer de plus en plus vite, oui. Le terrain de jeu, oui, c'était un peu du franglais à l'instant. Là où tout cela est déjà pratiqué, c'est toujours la Chine. Je veux dire, en Chine, ils ont aussi développé l'arme biologique, ils l'ont libérée là-bas et ont observé ce qui se passait. Et puis, je pourrais même argumenter qu'elle aurait pu être créée n'importe où dans le monde, juste pour le mentionner en passant. L'endroit où elle a été libérée n'a rien à voir avec le fait qu'elle ait dû être créée là-bas. C'était juste une belle histoire, ce qui permet de dire que c'était un accident de laboratoire, oui, mais nous savons tous que ce n'était certainement pas le cas. Parce que le programme d'EasyX ne peut pas fonctionner si je compte sur le hasard. Oui, je n'ai pas un modèle commercial basé sur la génération constante de pandémies, là où de petites start-up biotech deviennent soudain des entreprises valant des milliards. Je réalise des profits par opération d'initié et atteins ce facteur 35. Cela ne fonctionne pas si c'est par hasard. Et oui, et c'est pourquoi je ne crois pas non plus au hasard. D'ailleurs, juste une petite anecdote à ce sujet. J'ai récemment mené une interview avec Gerald Hauser, c'est aussi sur ma chaîne, ça a plutôt bien marché. Il s'agissait du fait que l'Union européenne avait à l'époque son propre exercice de simulation, en 2019, pour préparer la pandémie. Et ça s'appelait Blue Orchid, il l'a découvert à l'époque, et il est donc... Gerald Hauser est un député européen originaire d'Autriche, et je lui ai rendu visite à Strasbourg et nous l'avons rencontré devant le Parlement. Là, j'ai fait une interview avec lui sur Blue Orchid et j'ai aussi parlé du fait que tout cela était effectivement planifié et que justement cette séquence particulière qui aurait eu une probabilité extrêmement faible d'apparaître dans la nature, à savoir ce site de clivage de la fluorine, provient en réalité d'un brevet de Moderna. Mode acide ribonucléique, cela signifie Moderna mode acide ribonucléique. L'acide ribonucléique modifié est déjà dans le nom de cette entreprise et cette séquence Moderna y avait été clonée. Et j'ai donc parlé du fait que le patron de Moderna savait déjà en 2019 qu'il y aurait une pandémie lorsqu'il devait augmenter sa production par un facteur d'X 1000. Il raconte cela lors d'une réunion du World Economic Forum en présence des insignes du World Economic Forum dans une ambiance détendue avec quelques personnes. Donc, le patron de Moderna raconte comment, en 2019, et j'ai mal traduit cela, mais j'avais déjà informé mes auditeurs et téléspectateurs à l'époque. Il parle un anglais tellement mauvais que je dois mettre certains de ces mots entre parenthèses, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'il a dit. Et à un moment donné, j'ai supposé qu'il disait « Après les heures de travail, donc en quelque sorte tard le soir, j'ai rendu visite à mon chef de production dans l'usine ou sur le site et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu en penses si, l'année prochaine, nous devons augmenter la production de 100 000, peu importe quoi, par an à plus d'1 milliard de doses de vaccins? C'est un facteur de 10 000. » Et il a dit « Comment est-ce possible ?» Et il dit « Oui, je sais qu'il va y avoir une pandémie, mais ce n'était pas après les heures de travail, c'était après Davos. Et après avoir réécouté, je l'ai entendu. Donc des auditeurs l'ont entendu et m'ont écrit « Monsieur Niels, ce n'est pas After Hours, c'est After Davos. Écoutez-le encore une fois attentivement. » Je l'ai alors écouté
une centaine de fois, c'est clairement After Davos. Cela signifie qu'à Davos, en 2019, on savait déjà qu'en 2020, il y aurait une pandémie où Moderna devrait produire des milliards de doses avec ses produits, pour ainsi dire. Et il l'a ensuite raconté très fièrement lors de cette interview au World Economic Forum, en revenant sur la façon dont il a eu cette boule de cristal à Davos, là où le World Economic Forum a eu lieu. C'est vraiment étonnant. Et ensuite, il faut alors considérer les laboratoires. Nous en avons parlé plus tôt, disant que cela devait venir de la nature, pas d'un laboratoire, du point de vue que personne ne se ferait injecter une arme biologique ou que personne ne soutiendrait l'Organisation mondiale de la santé s'il savait que tout cela est une stratégie d'investissement. Ces choses ne devaient donc pas être rendues publiques. Il était donc logique de le libérer à Wuhan, peut-être sur un marché aux poissons, parce qu'alors on peut dire, peut-être qu'à un moment donné, quand on ne peut plus l'empêcher, c'est sorti d'un laboratoire, mais d'un laboratoire chinois. Donc, ce sont les méchants chinois, voilà tout. Par exemple, j'ai pu comprendre à partir d'emails rendus publics par décision de justice que la seule raison pour laquelle on n'a pas exercé plus de pression sur les Chinois pour qu'ils admettent que cela venait du laboratoire de Wuhan. Cela vient de cercles américains qui étaient impliqués là-dedans. La principale crainte qu'ils avaient, et c'est écrit littéralement dans l'email, nous évitons de demander aux Chinois ce que nous refuserions de répondre. Le point que tu évoques est pertinent. J'ai discuté avec Maximilien Krah il y a 1 an et je me suis toujours interrogé. Gaza et l'Ukraine semblent lointains, mais le Covid a vraiment marqué la vie quotidienne de nombreux gens. Beaucoup de gens dehors ne se sentent pas pris en compte par la politique. Et je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas un politicien dehors qui se met simplement devant la caméra et dit exactement cela. Nous nous sommes trompés là, nous savons tous que ce n'était pas un hasard, il semble qu'il y ait eu un script. Et ils le veulent, et puis la réponse de Maximilien Krah a été « 6 mots, ils ne peuvent pas l'admettre ». Au moment où ils l'admettent, tout le château de cartes s'effondre. Soudain, le coronavirus, l'histoire du climat et toutes les guerres en cours sont remis en question. Et c'est pourquoi ils continuent simplement à mentir, parce qu'ils partent du principe que les gens resteront de toute façon paralysés par la peur dans cet état de choc, et qu'ils ne remettent même plus en question le récit précédent. Oui, il n'y a plus de temps non plus. On est de plus en plus pressé. Nous avons nous vivons à une époque de pandémie avec des crises multiples. Je l'ai aussi décrit dans Le cerveau endoctriné. Il y a chaque année, le Forum économique mondial publie un rapport sur l'avenir de l'humanité et les principales crises. Et ces crises constantes, qui sont si massives, qui changent la vie, de la panne d'électricité à la prochaine vague d'infection, l'intelligence artificielle qui nous vole tous nos emplois, jusqu'à ce que nous n'ayons soudainement plus d'eau, la catastrophe climatique, et ensuite tous ces conflits à cause de frontières absurdes. Tout cela va tellement nous tenir en haleine qu'on n'aura jamais le temps de digérer, de réfléchir. Même la commission d'enquête, par exemple. En 2027, il devrait exister un document écrit. À cette date, l'intelligence artificielle aura multiplié ses capacités par 1000. Et les questions auxquelles il faudra alors répondre ne seront certainement pas de savoir comment le Covid est apparu. Le monde aura déjà tellement évolué d'ici là. Cela veut dire qu'on joue simplement la montre. Et ceux qui jouent la montre, ce sont justement les géants de la tech qui espèrent évidemment toujours. Ils pensent encore pouvoir maîtriser l'esprit qu'ils ont libéré avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est une illusion, j'en suis assez sûr. Mais ce serait une autre discussion que nous devrions peut-être avoir un jour, quand Laura sera là aussi. Mais entrons-y rapidement, parce que je trouve qu'on a maintenant fait un très bon lien. La croissance est exponentielle, pas linéaire. Sam Altman, président directeur général de ChatGPT, a récemment déclaré que ChatGPT croît de 300% par an. Cette année, c'est un facteur 4, 16, 64 et dans 5 ans, 1056. D'un côté, je lis une étude imagerie par résonance magnétique disant que notre cerveau limite sa créativité à 80%, car on utilise seulement ChatGPT et l'intelligence artificielle. Maintenant, tu parles de cerveau endoctriné du corona. Cela fait partie d'un agenda très global qui se déroule dehors. Nous sommes quelque part au zénith technologique. Mais j'ai l'impression qu'à l'extérieur, ce sont des poules affolées, ou plutôt une société sans Dieu. Tu viens de dire que nous sommes consciemment poussés là-dedans parce que c'est d'une certaine manière dystopique et que la société doit être décimée.
Donne-nous un peu d'espoir. On parle de 3 à 5 ans ou de 50 ans. Comment faut-il voir les choses avant que beaucoup de gens nous observent et pensent « D'accord, j'ai presque envie de m'enterrer vivant ». Je lis très souvent dans les commentaires « Je ne veux plus vivre tout ça. Oui, Dieu merci. Dans 3 ans, je ne serai plus là. » ou quelque chose comme ça. Mais de quel horizon temporel parle-t-on exactement? Oui, c'est ça le problème avec la croissance exponentielle. Dit maintenant, ça va aller très très vite. On entend toujours parler dans tous les aspects de l'agenda 2030, tout tourne autour de 2030. Et j'ai déjà lu il y a 20 ans des livres de Ray Kurzweil, qui a été plusieurs fois conseiller de président. C'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Je crois qu'il a aussi été l'un des premiers à développer ces systèmes de langage basés sur la capacité d'apprentissage des réseaux neuronaux. Entre-temps, il est devenu l'un des principaux scientifiques chez Google. En particulier pour le transhumanisme au sens extrême, c'est-à-dire vraiment la conservation de notre conscience, quoi que cela puisse être. Donc il en rêve vraiment, et l'un de ses livres s'appelle d'ailleurs « Vivez assez longtemps pour vivre éternellement ». Oui, c'est-à-dire que si l'on parvient à traverser cette phase exponentielle, on a la chance, si l'on est multimilliardaire, de vivre réellement éternellement. Il poursuit ce rêve. Et comme je l'ai dit, il conseille des présidents. C'est vraiment l'un des géants de la tech. Chez Google, il est l'un des principaux scientifiques dans ce domaine du transhumanisme extrême. Autrement dit, laisser l'humain derrière soi. Je parlerai presque de post-humanisme. Et à l'époque, j'ai aussi lu cela de manière intensive parce que je voulais écrire un roman de science-fiction qui combine ces faits avec mes connaissances en neurobiologie. Comment on peut s'imaginer cela? Comment on peut, en quelque sorte, conserver le cerveau dans un réseau neuronal? Et déjà à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, je pressentais déjà que cela finirait par être véritablement du post-humanisme. Et à l'époque, j'ai même commencé le livre en citant le manifeste transhumaniste dès la première page. Oui, des transhumanistes ont écrit sur les raisons faisant du transhumanisme une grande religion. Et ensuite, j'ai simplement demandé à une intelligence artificielle d'inventer une déclaration post-humaniste expliquant pourquoi on n'a plus besoin des humains. Oui, c'est aussi la fin du roman, très dystopique, mais à l'époque, c'était vu comme un signal d'alarme. Cependant, je n'ai jamais terminé le livre, car c'est finalement la problématique de la maladie d'Alzheimer qui m'a davantage préoccupé. Car il est encore plus important, au lieu de simplement signaler des issues dystopiques, de redonner aux gens la capacité, grâce à l'information, de protéger leur cerveau eux-mêmes. Pour justement former un contrepoids à cette évolution, c'est aussi la réponse à la question. C'est une dystopie qui est prévue pour nous, où l'on n'a plus besoin des gens. Donc, selon Harari, il faudrait faire quelque chose des personnes inutiles. Mais nous pouvons établir notre utilité en nous connectant les uns aux autres. Mais cela ne fonctionne que si nous nous réveillons très, très vite. Nous devons nous réveiller très vite et comprendre dans quel genre de monde nous voulons vraiment vivre. Et ensuite, élire des gouvernements qui veillent à ce que cette évolution dystopique soit massivement analysée dans un manifeste, soit examinée dans un moratoire. Et qu'on se demande, vers quoi voulons-nous évoluer? Est-ce vraiment judicieux que ces technologies continuent à être développées? Même Musk avait à l'époque demandé que nous instaurions un moratoire sur l'intelligence artificielle. Que ce n'était peut-être qu'une manœuvre pour accélérer son entreprise avec Neuralink et ses projets, mais Je pense que nous devons retrouver notre propre identité et ne pas simplement espérer que, ils n'auront pas mon esprit. Oui, je dois dire que cela devient vraiment, vraiment dangereux. Chaque fois que je vois des gens avec des écouteurs regardant leur téléphone en même temps, il y a déjà des brevets de Google pour ça, avec lesquels on peut déjà pratiquement lire le cerveau. Donc, les ondes cérébrales peuvent être enregistrées de cette façon. Même avec les montres, ces objets connectés, on peut pratiquement déterminer quelles ondes cérébrales sont actives en ce moment. Donc, si j'agis de façon sympathique ou parasympathique. Cela signifie que si un psychopathe voit peut-être quelqu'un se faire massacrer dans une vidéo, cela déclenche chez lui des ondes tout à fait différentes de celles d'une personne empathique. Cela signifie que je peux établir un profil psychologique des personnes simplement en sélectionnant les ondes cérébrales ou leurs effets sur le corps via des dispositifs portables
en observant l'activation musculaire et en les corrélant avec ce que la personne regarde. Et c'est une intervention directe dans notre cerveau, et cela va avoir lieu. Et alors, on peut même presque punir les gens pour crime de pensée, c'est-à-dire si je ne ressens pas ce que je suis censé ressentir lorsque je vois une certaine image. Et cela est déjà célébré en Chine. Là-bas, les conducteurs de train portent déjà ce type de dispositif sur la tête pour vérifier s'ils sont éveillés. Donc, quelles ondes cérébrales sont actives en ce moment? Est-ce qu'il est en alerte maximale ou est-ce qu'il est déjà sur le point de s'endormir? Mais en fait, si à côté on montre une image du grand chef et que les ondes cérébrales disent « je ne l'aime pas », alors il peut bien sourire extérieurement « ah, super, j'aime mon chef ». Le cerveau le trompe alors, le trahit. Oui, c'est vrai, j'ai aussi entendu cette thèse de Harari, mais on parle de 3 à 5 ans ou d'une vingtaine d'années. Tout cela se passe déjà maintenant. Tout cela se passe déjà maintenant. Tout cela se passe déjà maintenant, tout se passe en parallèle, et tout évolue de façon exponentielle. Et l'exponentiel, la plupart des gens ne le comprennent pas, même ceux qui soutiennent l'intelligence artificielle et la trouvent géniale, parce que l'exponentiel est quelque chose d'abstrait. L'être humain, j'ai lu tout un livre une fois, rien que sur le titre « Infinité ». Nous ne pouvons imaginer l'infini, mais la croissance exponentielle s'en rapproche beaucoup. Donc quelque chose d'inimaginable. Parce qu'il y a ce vieil exemple de l'échiquier avec le grain de riz. Tu connais probablement cette histoire où un joueur d'échecs, en Inde, je crois, devant son Maharaja, peu importe qui c'était, jouait aux échecs. C'était le meilleur joueur d'échecs du pays. Le Maharaja le défie et demande « Si tu gagnes, que veux-tu comme récompense ?» Il dit « Juste un grain de riz sur la première case, puis le double sur la deuxième, et encore le double sur la case suivante. Et si tu remplis ce plateau de riz, donc l'échiquier, avec des grains de riz, alors je serai satisfait. Je ne veux rien de plus comme récompense. » Le Maharaja n'imaginait pas la croissance exponentielle. C'était la récolte de riz à la fin sur ce champ. Je crois que cela aurait suffi pour nourrir toute l'humanité pendant les 100 prochaines années. Tout ce riz tient sur ce champ de seulement 64 cases. Et cela veut dire que si tu doubles, à un certain moment, ça devient impressionnant. Bon, 2, 4, 8, 16, on peut encore tout voir à l'œil nu. Ce ne sont que quelques grains de riz. À la 30e et à la 40e case, ça monte de façon exponentielle. Enfin, ça monte de façon exponentielle dès le début. Mais soudain, les chiffres deviennent incroyablement grands. Et à un moment donné, on s'approche de l'infini. Et c'est ce que Ray Kurzweil a déjà décrit très très tôt. Un de ses premiers livres s'intitulait « La singularité est proche ». Il évoquait déjà l'année 2025. J'ai lu ce livre il y a 20 ans, et c'était le chiffre qu'il citait alors. En 2025, une montre de poche sera plus intelligente que l'homme qui la porte. Et en 2030, une montre de poche sera plus intelligente que l'ensemble de l'humanité. Les philosophes diront « Oui, mais la montre ne ressent pas comme un humain ». Je dis « Cela n'a aucune importance, car nous dominons et abattons les poules dans de grandes fermes. » Et la poule n'aura pas non plus dit « Eh bien, mais l'homme qui me fait ça ne ressent pas comme une poule. » Oui, donc, ce que ressent l'intelligence artificielle est sans importance pour notre avenir. Au contraire, si elle ressentait comme un humain empathique, je nous donnerais encore une chance. Mais justement parce qu'elle ne ressent pas comme un humain, j'y vois un immense danger. Aujourd'hui, nous avons vraiment esquissé de nombreuses dystopies. Oui, il faut qu'on en redresse la barre. Il faut qu'on redresse la barre maintenant. D'accord, 70% des Allemands se sentent épuisés, ont le cerveau en vrac, sont surstimulés et ainsi de suite. Aujourd'hui, les raisons possibles de cette situation ont été en grande partie identifiées. Comment peuvent-ils d'abord éliminer ce poison de leur corps de façon très pragmatique ? Ce que je vais dire ne concerne plus seulement ceux qui ont ces toxines, car nous avons tous des substances toxiques. Nous devons tous faire une détox. Nous vivons tous dans un monde où nous exposons notre corps aux particules fines, aux microplastiques, à tout ce que vous voulez. Nous devons, d'une part, stimuler notre métabolisme et d'autre part, faire en sorte que ce métabolisme stimulé permette une meilleure élimination des toxines. Et dans ce contexte, le mot magique est l'autophagie. Cela signifie littéralement se manger soi-même. C'est un mécanisme antiviral, probablement le plus ancien mécanisme cellulaire qui existe.
Il existait déjà, comme je l'ai démontré dans mon livre Le complot du lithium, il y a déjà 4 milliards 200 millions d'années, donc depuis le début de toute vie cellulaire. Dernier ancêtre commun universel, le dernier ancêtre commun universel de toute vie sur cette planète, donc pas seulement les humains. Chaque plante ici, oui, possède ce système, même les bactéries l'ont. Et ce système fait en sorte que tout ce qui ne fonctionne plus dans le corps soit recyclé. Il ne faut pas exagérer l'autophagie, sinon des éléments sains seront aussi détruits. Mais c'est justement un mécanisme régulé, et ce mécanisme, comme je le montre, est notamment régulé par le lithium. Nous vivons actuellement ici en Europe avec une carence en lithium, avec d'énormes conséquences, dont une cause de la maladie d'Alzheimer. Parce que justement, les cellules nerveuses les doivent tenir toute la vie, elles sont en effet uniques pour notre corps, dans notre corps. À l'inverse, une cellule hépatique absorbe de nombreuses substances toxiques, mais n'a pas besoin de recycler ses organites aussi intensément. Elle est remplacée régulièrement par de nouvelles cellules. On l'a utilisé dans la mythologie grecque. Je crois que c'était Prométhée qui a été enchaîné au rocher. L'aigle ou le vautour venait lui dévorer le foie sans cesse, c'était sa punition. C'est possible car le foie repousse sans cesse. Le cerveau peut repousser et l'hippocampe croître en générant de nouvelles cellules, mais toutes les autres cellules du corps, toutes les autres cellules cérébrales sont connectées à d'autres cellules cérébrales, parfois par plus de 10 000 soi-disant synapses. Et les synapses, cette somme de toutes les synapses, c'est notre moi. Quand je redémarre mon cerveau le matin, je me demande qui je suis vraiment pour revenir à la vie après le sommeil. Et ce redémarrage fonctionne en principe en activant ces synapses, en stimulant ces synapses. Et si maintenant ces synapses, si elles sont endommagées, je perds mon identité, c'est Alzheimer. Et c'est pourquoi les cellules nerveuses ne peuvent même pas être remplacées. Elles doivent rester intactes toute la vie parce que ces connexions, ce réseau avec toutes les autres cellules nerveuses sont justement essentielles pour préserver notre identité. Les cellules nerveuses doivent donc très bien recycler. Cela signifie que le moteur, un peu comme pour une voiture de collection, doit être constamment renouvelé, mais la forme extérieure de la voiture de collection, c'est-à-dire la connexion avec toutes les autres, dans ce cas avec toutes les autres cellules cérébrales, doit absolument être préservée, et c'est pourquoi le recyclage est si important. Ainsi, un manque de lithium augmente le risque de maladie d'Alzheimer. Mais cette autophagie est aussi le premier mécanisme qui permet d'éliminer les substances étrangères dans une cellule. C'est donc un puissant mécanisme antiviral basé sur les anticorps. Cela signifie que lorsqu'un virus pénètre dans une cellule et veut en principe prendre le contrôle de l'appareil génétique, de toute l'usine cellulaire, pour que seule la production du virus ait lieu, ce mécanisme d'autophagie peut justement détruire le virus. D'accord, cela veut dire que les gens devraient jeûner davantage ? Le jeûne est une possibilité. C'est pourquoi un mode de vie tout à fait naturel, c'est le 16-8, ce que je préconise toujours, peut-être même 24. Il suffit de ne pas manger pendant une grande partie de la journée, de préférence sauter le petit déjeuner, puis tenir aussi longtemps que possible. C'est un effet d'entraînement. Sans habitude, on a faim le matin. Mais au bout de quelques jours, après quelques semaines, lorsque ces programmes génétiques qui sommeillent en chacun de nous, dans chaque cellule, sont réactivés, on peut jeûner de plus en plus longtemps. Et c'est justement ce jeûne qui fait que des corps cétoniques sont libérés, c'est-à-dire les produits de dégradation des acides gras dans le foie. Et les corps cétoniques, elles ont deux fonctions. Premièrement, ils activent l'autophagie. Ce sont un super carburant pour le cerveau, indépendamment de l'insuline, comme le sucre. Et en même temps, c'est assez amusant, ils sont un activateur maximal de la neurogenèse dans l'hippocampe, c'est-à-dire que notre hippocampe grandit même en période de jeûne. Et ce jeûne peut également être activé par le lithium. Donc une carence en lithium inhibe l'autophagie, mais le lithium active en principe l'autophagie. Et c'est pourquoi c'est aussi ma recommandation. En plus d'un mode de vie adapté, du jeûne, plus de mouvement, du sport, veillez à ce qu'aucun nutriment essentiel ne manque. La vie sociale. Tout ce dont on a besoin, je le décris aussi très en détail dans mon livre Le complot du lithium, en expliquant que cela deviendra également la base d'une nouvelle médecine du futur, à savoir une médecine préventive. Mais l'essentiel, c'est que l'autophagie soit activée, et cette autophagie permet d'une part la dégradation des protéines, spike,
Et une deuxième composante, une deuxième cible moléculaire dite target du lithium, c'est ce qu'on appelle la glycogène synthase kinase 3. Et la glycogène synthase kinase 3 est probablement le régulateur central et le plus important de tous les processus biologiques dans notre corps. Un processus important qu'il régule est la réaction inflammatoire, et celle-ci est inhibée par le lithium. Et une partie de la problématique que nous regroupons sous le terme de brouillard cérébral, c'est justement cette inflammation, la neuroinflammation que les gens traversent. Pratiquement comme lors d'une maladie, ils se sentent constamment malades, et cette neuroinflammation chronique peut être interrompue par le lithium. Très brièvement sur le lithium, je sais que tu es un peu le dieu du lithium là-dehors et que tu as écrit ce best-seller. Je l'ai pris récemment, j'ai fait des cauchemars horribles et je l'ai arrêté. Je n'avais pas eu de cauchemar comme ça depuis 10 ans. Oui. C'est ce que c'est normal. Bonne chose pour toi, je dirais. Bonne chose pour toi, parce que oui, j'ai aussi remarqué ça chez moi. On me le raconte sans cesse. J'ai vraiment creusé la question en profondeur et je l'ai aussi décrit en détail dans le livre. En fait, ce que fait le lithium via glycogène synthase kinase 3 d'ailleurs, c'est une meilleure régulation du soi-disant rythme circadien, c'est-à-dire le réglage du jour et de la nuit. Cela signifie qu'avec le lithium, la nuit est vraiment une nuit et le jour est vraiment un jour. Ce qui signifie que je dors aussi plus profondément parce que la nuit, on dort. C'est un processus très important aussi pour le maintien de l'intégrité de l'hippocampe. L'hippocampe nécessite du sommeil, je dirais même que nous dormons uniquement à cause de lui. Et c'est précisément là que se produisent les choses essentielles qui permettent de préserver l'hippocampe, et donc notre centre de mémoire autobiographique jusqu'à un âge avancé. Le manque ou les troubles du sommeil augmentent le risque d'Alzheimer. Mais revenons-en maintenant. Ce sommeil profond amélioré fait en sorte que les informations, donc lors des premières phases de sommeil profond de la nuit, qu'on appelle le sommeil à ondes lentes à cause des ondes cérébrales, ondes lentes, vagues lentes. C'est là que les informations que j'ai stockées dans l'hippocampe pendant la journée sont transférées vers le disque dur néocortical. Dans la deuxième phase de sommeil profond, qui est un sommeil profond paradoxal, on l'appelle aussi rapid eye movement, c'est pour cela qu'on dit paradoxal. En sommeil profond, nos yeux bougent et le corps a de petits sursauts. En réalité, nous suivons des yeux un rêve virtuel, donc ce monde virtuel qui se déroule dans notre cerveau, dans les rêves. Cependant, nous ne savons que nous rêvons que lorsque nous nous réveillons. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'hippocampe est réactivé et qu'il enregistre ce qui s'est passé dans le cerveau au cours des dernières secondes ou minutes. C'est pourquoi nous ne pouvons toujours nous souvenir que de la fin d'un rêve. Nous ne savons jamais comment il a commencé, parce qu'à ce moment-là, l'hippocampe dormait encore. Mais si je dors plus profondément maintenant, alors je rêve aussi plus profondément. Et si je rêve plus profondément, cela signifie que la connexion... C'est à cela que servent les rêves, le contenu téléchargé de l'hippocampe, l'expérience de la veille. Ces contenus téléchargés sont maintenant connectés à des contenus antérieurs, à des souvenirs plus anciens. Et c'est pour cela que nous nous réveillons un peu plus sages le lendemain. Et plus cette mise en réseau est intense, parce que je dors plus profondément, plus il y a de chances que ces rêves profonds soient aussi, bien sûr, des cauchemars. Parce que, comme une personne me l'a écrit un jour, une lectrice m'a écrit « Monsieur Niels, depuis que je prends du lithium, je rêve plus profondément, plus intensément, et elle m'a raconté la même chose que toi. » Mais elle a ensuite ajouté une phrase très gentille, que j'ai d'ailleurs intégrée dans le livre. Enfin, quelqu'un fait du ménage là-haut. Et c'est pourquoi je ne peux que dire « Oui, les cauchemars seront interdits quand là-haut tout sera enfin rangé. » Waouh, c'était vraiment... j'en ai eu des frissons et c'était super bien décrit. Je pourrais vraiment continuer à parler avec toi pendant des heures. Je n'ai jamais eu un expert ou scientifique aussi renommé à cette table. Tout ce que tu sais dans tant de domaines est vraiment impressionnant. J'ai encore quelques questions rapides pour finir. Des réponses directes, sans longue réflexion. D'accord. C'est le système 1 qui est sollicité maintenant. Je dois vraiment faire attention parce qu'en général, j'aime bien réfléchir quand on me pose une question. D'accord. Qui choisirais-tu pour être sur une île déserte, Karl Lauterbach ou Benjamin Netanyahou? Oh mon Dieu, c'est une question piège, non? Les réponses peuvent varier, j'en ai déjà eu de très créatives. Vraiment? Aucune idée. Comment on dit en anglais? Between a rock and a hard ball ou quelque chose comme ça.
Non, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est une vraie question piège. Qui te connaît le mieux, ta femme ou ChatGPT? Ma femme, c'est sûr, parce qu'avec ChatGPT, je communique beaucoup moins. Qu'est-ce qui soigne le mieux, une alimentation ou un esprit sain? Les deux sont liés. Qu'est-ce qui rend plus malade, le sucre ou la politique? Clairement, la politique. La maladie, ennemie ou enseignante? Un véritable enseignant. Nous ne réfléchissons qu'aux choses qui vont mal. Pour la dernière question, peux-tu développer davantage? Si tu pouvais dire quelque chose à la version de toi-même à 20 ans aujourd'hui, que dirais-tu? Oui, je lui recommanderais de lire mon livre La stratégie de Mathusalem. Peut-être en 2 ou 3 phrases pour les spectateurs qui ne l'ont pas encore lu. Oui, parce qu'il y est simplement écrit ce que j'ai dû apprendre péniblement au cours des 15 dernières années. À 20 ans, j'avais par exemple l'ambition de participer un jour aux Jeux Olympiques comme marathonien. J'ai couru des marathons avec un certain succès, mais en général, je tombais malade toutes les 4 à 6 semaines. Ouais, j'ai perdu mes cheveux à cette époque, c'était pendant mes études de médecine. Avec du recul, je réalise que je ne faisais pas du tout attention aux micronutriments. Je n'avais absolument aucune idée que l'entraînement est certes important pour améliorer ses performances, mais que la régénération est tout aussi importante. Oui, cela veut dire que même les raisons pour lesquelles je l'ai fait étaient peut-être mauvaises, ce qui fait que j'ai travaillé avec une ambition complètement erronée. Cela veut dire que je ne voudrais absolument pas revenir à l'époque où j'avais 20 ans, parce que je sais tout ce que j'ai mal fait à ce moment-là, et combien ma vie était pénible, et combien elle est devenue plus facile lorsque j'ai eu la prise de conscience que j'ai ensuite exposée dans mon premier livre, justement La stratégie de Mathusalem. Donc si je pouvais faire un voyage dans le temps, je remettrais ce livre à mon moi du passé. C'est intense, Michael. J'ai besoin de digérer cette conversation. On a vraiment eu un feu d'artifice neuronal. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que je trouve vraiment impressionnant que tu ne te sois pas simplement présenté comme un donneur de leçons ces dernières années, mais que tu sois vraiment une bonne personne. Je l'ai toujours remarqué lors de nos échanges. Tu n'essaies pas de te raccrocher à la première narration venue juste pour flatter ton ego et recevoir des applaudissements du mauvais côté. Tu es vraiment une bonne personne. Tu essaies vraiment de construire des ponts, tu essaies d'une certaine manière de rendre le monde meilleur. Et pour ça, oui, tout d'abord, merci beaucoup. J'ai hâte de lire ton prochain livre, qui sortira bientôt et sera sûrement encore un best-seller en quelques jours. Heureux que tu sois venu à Berlin, meilleurs vœux à toi et ta famille. Alors, le dernier commentaire m'a presque fait rougir, mais je ne peux que te retourner ce compliment, si je peux l'appeler ainsi. Merci infiniment pour ton travail et de nous avoir réunis ici pour la première fois en 3 dimensions. Merci.